Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de votre fidélité au service de l'information de Eden Télévision. Voici les titres du journal. Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international en visite au Bénin, a été reçue en audience ce lundi 11 décembre par le chef de l'État Patrice Talon. Au thème de leur tête-à-tête, les deux personnalités ont animé un point de presse. Les spécialistes de la cybercriminalité sont en atelier de formation du 11 au 15 décembre à Cotonou. C'est un atelier de renforcement de capacités. Vous aurez les détails dans cette édition. Et puis, Cameroun, un nouvel incident à l'Assemblée nationale. Un député a été légèrement blessé au cours d'une session mouvementée. C'était dans la nuit de vendredi à samedi, marquée par une nouvelle broncade de députés anglophones. Voilà pour le sommet. Eden Info, bienvenue à tous. Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international en visite au Bénin, a été reçue en audience ce lundi 11 décembre par le chef de l'État Patrice Talon. Au thème de leur tête-à-tête, les deux personnalités ont animé un point de presse, le point avec Laurent Rolantoni. Nous ne cessons d'arpenter les chemins de notre renaissance. Nous avons, en moins de 18 mois, réussi avec le Parlement à faire voter une cinquantaine de lois de progrès. Nous avons entamé les réformes les plus ambitieuses, les plus osées, même si nous avons connu un échec en ce qui concerne la révision constitutionnelle. Mais pour ce qui est de l'administration générale, du secteur de la santé, de l'éducation, des régies financières, nous sommes en train d'opérer les mutations nécessaires pour que notre pays soit capable de vivre de son potentiel et du génie de ses fils. Je mentionne le partenariat et l'engagement du partenaire de tenir ses promesses. Pourquoi ? Parce que lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois, vous aviez pour ambition de développer l'économie du Bénin. Vous aviez identifié un certain nombre de secteurs d'activité, le développement de l'agriculture à valeur ajoutée, le tourisme fondé à la fois sur le tourisme côtier, mais aussi le tourisme intérieur, le tourisme historique. Vous aviez pour ambition de vous attaquer à la réduction de la pauvreté en dépensant mieux et plus dans le domaine de l'éducation et de la santé, et vous aviez pour ambition d'établir des règles de bonne gouvernance permettant d'inciter les investisseurs à regarder le Bénin avec une perspective favorable. Je crois que de ces grands axes-là, clairement, votre gouvernement est en train de démontrer qu'il peut tenir ses paroles. Nous sommes donc inlassablement à la tâche, mais je dois avouer que la situation reste quand même un peu difficile. Je dois avouer que nos concitoyens demeurent légitimement impatients parce que l'arbre de la Renaissance ne porte pas encore de fruits. Mais la floraison est bien là. Les spécialistes de la cybercriminalité sont en atelier de formation du 11 au 15 décembre pour le renforcement de leurs capacités. Cet atelier est organisé sur demande du Bureau d'analyse et d'investigation BAI de la Présidence de la République. Reportage. L'Union internationale des télécommunications UIT et l'Africa 7 organisent un atelier de renforcement des capacités de 5 jours pour préparer les centres d'alerte sur les aspects technico-organisationnels et technico-opérationnels de la cybersécurité et sur l'intelligence de la menace. Cet atelier couvrira la réflexion institutionnelle nationale sur comment aborder la cybersécurité efficacement, l'analyse de la menace, les outils et méthodologies qui peuvent être utilisés pour préformer l'intelligence des menaces afin d'atténuer les menaces et les risques. Cet atelier cadre bien avec les ambitions du gouvernement béninois. Le gouvernement béninois, à travers son programme d'action, est engagé dans la mise en œuvre de projets structurants pour le développement des infrastructures, des télécommunications et des services et systèmes d'information sécurisés tels que l'interconnexion des administrations et des communautés, la disponibilité de l'Internet
haut et très haut débit, la mise en œuvre de l'administration intelligente, le programme de renforcement des structures centrales de gouvernance, pour ne citer que quelques éléments de ce programme qui se veut volontaire et ambitieux. La continuité de la sécurité des services à valeur ajoutée devient une question critique dans un cybermonde qui est fait de cyberattaques quotidiennes. Selon les résultats de certaines études, 60 à 70% des attaques demeurent non détectées. Il est donc indispensable pour les spécialistes de la cybersécurité de réactualiser leurs compétences. Les objectifs de cet atelier sont de façon rassemblée les suivants. Améliorer la capacité des centres d'alerte, les CCIRT, à aborder efficacement la question de la cybersécurité. Aider les organisations à comprendre et à mieux résoudre les menaces externes les plus courantes et les plus sévères. Ceci permettra aux participants de cet atelier que vous êtes de savoir, entre autres, évaluer le niveau de maturité, les forces et les faiblesses, de comprendre enfin comment gérer les menaces cybernétiques en général et aujourd'hui de plus en plus les menaces les plus avancées. Cet atelier qui dure du 11 au 15 décembre se déroule en collaboration avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI France, sur invitation du Bureau d'analyse et d'investigation du Bénin et parrainé par la présidence de la République du Bénin et l'Agence des services et systèmes d'information ASSI. Cérémonie de signature du document du projet de renforcement de la résilience des moyens d'existence ruraux et du système de gouvernement local au risque climatique et à la variabilité du climat au Bénin. C'était ce lundi 11 décembre au ministère du Plan et du Développement en présence du ministre d'État Abdoulaye Biotchane et des représentants du ministère du Cadre de Vie et du PNUD. Voici le compte rendu de Fréjus Seroulan et Denis Marouya. Par ses tournements, le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, et le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement au Bénin, Siaka Koulibaly, ont signé ce 11 décembre 2017, en français et en anglais, le document de projet de renforcement de la résilience des moyens d'existence ruraux et du système de gouvernement local au risque climatique et à la variabilité du climat au Bénin. Il s'agit d'un projet issu du programme d'action du gouvernement 2016-2021 en ses piliers 2 et 3. D'un coût d'environ 35 millions de dollars, dont 4,5 millions du Fonds pour l'environnement mondial, ce projet sera piloté par le Centre de partenariat et d'expertise pour le développement dirigé par Hassan Seydou. De façon générale, le projet vise à soutenir une agriculture résiliente, à mettre en place des moyens de subsistance durable et à intégrer les considérations relatives aux risques climatiques dans les processus de planification à l'échelle nationale et locale, afin de réduire la vulnérabilité des communautés face aux effets néfastes des changements climatiques. C'est un moyen efficace de réalisation au niveau local et, au bout de 5 années, des objectifs de développement durable, particulièrement les objectifs de développement 1 et 2, consacrés à l'élimination de la pauvreté et de la faim, et des objectifs 8 et 12 relatifs au travail décent et à une consommation et production responsable, et enfin de l'objectif de développement 13 relatif à la lutte contre les changements climatiques. Le programme sera exécuté dans 9 villages répartis sur 5 communes, Avrankou, Boïkon, Bopa, Ouaké et Savalou. 3 résultats sont attendus de sa mise en œuvre. Notamment, le changement climatique et l'égalité des sexes sont inclus dans les plans et budgets de développement au niveau local et national. Les infrastructures agricoles productives et les compétences humaines pour faire face à l'altération des régimes pluviométriques sont améliorées. La capacité d'adaptation des collectivités pour une plus grande diversification des activités génératrices de revenus s'est accrue. Quant au ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, il a justifié l'urgence pour le gouvernement de renforcer la capacité des populations à faire face aux effets néfastes du réchauffement climatique. Les effets des changements climatiques n'ont jamais été aussi russes et imprévisibles. Nos populations qui peinaient déjà à satisfaire à leurs besoins les plus élémentaires sont aujourd'hui de plus en plus frappées par les effets du réchauffement planétaire. À travers les multiples conséquences,
Ils affectent gravement les rendements de leurs activités, notamment agricoles. Ceci n'est pas une vue de l'esprit et j'ai pu personnellement m'en rendre compte, notamment dans les communes de Kalalé, de Malanville, de Sinandé et plus proche encore de Djougou. Les changements climatiques précarisent leurs conditions de vie à tous les niveaux. Sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, les épidémies de toutes sortes. Après avoir salué le leadership du ministre du cadre de vie Didier Tonanto sur le sujet et l'accompagnement du PNUD, Abdoulaye Biotchane a invité les experts nationaux à s'impliquer dans la mise en œuvre de ce projet. À l'occasion de la 16e session de l'Assemblée générale de la Cour pénale internationale, la CPI, qui s'est tenue à New York aux États-Unis, Reine Alapini Gansou, avocate au barreau du Bénin et enseignante de droit à l'Université d'Abomey-Calavi, a été élue juge à la CPI pour un mandat de 9 ans. Elle devient ainsi la première béninoise juge à la CPI, mais qui est en réalité Reine Alapini Gansou. Voici le portrait que nous fait Samson Oké. Le Bénin a son premier juge à la Cour pénale internationale CPI depuis le mardi 5 décembre 2017. La béninoise Reine Alapini Gansou a été élue juge par ses pairs à la faveur de la 16e session de l'Assemblée des États parties qui s'est tenue au siège de l'Organisation des Nations Unies. Née le 11 août 1956, Reine Alapini Gansou a effectué ses études supérieures à la faculté de droit à l'Université nationale du Bénin d'octobre 1979 à juin 1983 où elle obtient sa maîtrise en droit des affaires et carrière judiciaire. Après l'obtention d'un diplôme d'études approfondies en droit et politique de l'environnement en 1999 à l'université de Maastricht, Reine Alapini devient en 2007 titulaire d'un diplôme de 3e cycle en droit de la Common Law des affaires à l'université de Lyon en France. Pendant ces différents parcours, Madame le juge s'est spécialisé en droit international et droit de l'homme, droit commercial et des affaires, droit du travail et droit pénal. Elle est auteure et co-auteure de plusieurs publications scientifiques en droit et en droit de l'homme. Au plan professionnel, Reine Alapini Gansou est avocate au barreau du Bénin depuis 1986 et enseignante de droit à l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin depuis 2000. Présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples depuis 2009, elle en est membre depuis 2005 où elle a exercé les fonctions de rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme jusqu'en 2009. Lauréate du prix des droits de l'homme du cinquantenaire des indépendances africaines en 2010, cette juriste de haut niveau a été de mai en juin 2011 membre de la Commission internationale d'enquête des Nations Unies sur les violences post-électorales en Côte d'Ivoire. La candidature de Reine Alapini Gansou a été soutenue par le gouvernement béninois qui, lors de son conseil des ministres du 6 septembre 2017 dernier, a instruit le ministre des Affaires étrangères et de la coopération ainsi que son homologue de la justice et de la législation d'organiser le plaidoyer en faveur de son élection. Première femme béninoise à la Cour pénale internationale CPI comme juge, elle est élue le 5 décembre dernier. Elle occupera ce poste pour les 9 prochaines années. Une nouvelle fonction qui apparaît comme un mérite pour l'ensemble de ses actions dans la promotion et la défense des droits de l'homme. Et maintenant, l'actualité sur le continent. Un député légèrement blessé au cours d'une session mouvementée de l'Assemblée nationale camerounaise dans la nuit du vendredi à samedi, marquée par une nouvelle bancade de députés anglophones. Pendant la session pour voter la loi des finances 2018, une représentante de l'Union démocratique du Cameroun, Hermine Patricia Ndamdoy, a lancé en l'air des éléments de son pupitre pour protester contre le refus du président de l'Assemblée nationale de donner la parole aux élus de son parti. L'un de ces éléments a atterri sur la tête d'un député voisin, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC au pouvoir, le blessant légèrement sur le crâne. L'auteur du geste a bien évidemment présenté ses excuses aux blessés. On va suivre maintenant les réactions d'un député de l'opposition à propos du projet de loi de finances 2018 au Cameroun. Hier, 12 de nos soldats et de multiples civils sont morts à Manfé. Cette Assemblée nationale ne peut pas continuer à débattre de ce budget.
Que vaut le budget par rapport à la vie de nos soldats ou de nos citoyens? Ces sommes d'argent ne veulent rien dire. Je dis que ce serait dur avec le gouvernement. En Sierra Leone, des adolescentes enceintes sont privées d'école et d'examen. Avec l'un des taux de grossesse précoce parmi les plus élevés au monde, ces exclusions ont de graves conséquences sur l'éducation des jeunes filles dans le pays. Reportage. À 17 ans, Fatmata est enceinte de son deuxième enfant. Elle n'avait que 15 ans lorsqu'elle a accouché de son premier. Avec sa cousine, elles ont été forcées de quitter l'école lorsque leur grossesse est devenue trop visible. Une règle imposée en Sierra Leone par le gouvernement qui considère que ces jeunes filles montrent le mauvais exemple. J'étais malheureuse parce que je ne pouvais plus voir mes amis ni les filles de mon village à l'école. Mais j'étais enceinte et ensuite j'ai dû prendre soin de mon enfant. J'aurais préféré autre chose, mais je n'ai pas eu le choix. Dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, une femme enceinte sur 3 est une adolescente. Pour faire face à la pression internationale liée à ces mesures d'exclusion controversées, le gouvernement s'est vu forcé d'ouvrir des classes spécialement destinées aux jeunes filles enceintes. Elles peuvent ainsi poursuivre leur scolarité en suivant un programme très allégé et à l'écart des autres adolescents. Les jeunes pères, eux, sont épargnés. C'est contre-productif d'isoler de jeunes garçons juste parce qu'ils ont mis une fille enceinte. Les garçons ne portent pas d'enfants, mais les filles, oui, et ça se voit. C'est la grande différence. Le gouvernement affirme que cette initiative est un succès. 5000 jeunes filles sur les 14 000 inscrites dans ces écoles spéciales ont fini par réintégrer l'école traditionnelle après leur grossesse. Mais près de 2/3 d'entre elles restent définitivement exclues du système éducatif. Ce n'est pas parce que ces jeunes filles sont enceintes que leur éducation doit s'arrêter net. Notre position est très claire, et nous l'avons dit au ministre de l'Éducation. Nous voulons que ces adolescentes soient scolarisées, pas discriminées. Mais le gouvernement ne permet pas cela. L'éducation sexuelle n'existe pas en Sierra Leone. Seules les ONG se chargent d'informer les adolescents sur leur sexualité. Et même les solutions temporaires sont menacées, le gouvernement assure ne pas avoir assez d'argent pour continuer à financer ces cours, au risque de condamner des milliers d'adolescentes à abandonner leurs études complètement. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu lundi avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi du conflit israélo-palestinien lors d'une visite au Caire marquée par la signature d'un contrat pour construire la première centrale nucléaire égyptienne. Dans une déclaration à la presse retransmise plutôt à la télévision publique égyptienne, Poutine a appelé à une reprise des négociations israélo-palestiniennes, notamment sur Jérusalem, que Washington vient de reconnaître comme capitale d'Israël. Écoutons le président égyptien. Les relations entre les deux pays ont une longue histoire qui est forte et continue, que ce soit d'un point de vue politique ou pour ce qui est de la coordination face aux défis régionaux ou encore des projets économiques bilatéraux comme le rebarrage d'Assouan au sud de l'Égypte ou les usines d'acier d'Ilouane et même la première centrale nucléaire d'Égypte sur la côte méditerranéenne. J'ai souligné auprès du président Poutine l'importance de maintenir le statut juridique de Jérusalem selon les précédents internationaux et les résolutions des Nations Unies et la nécessité d'œuvrer pour empêcher la complication de la situation régionale et les actions qui pourraient détruire les opportunités pour la paix. Des tonnes de pain finissent à la poubelle chaque année, faute d'être consommées. Et pour éviter le gaspillage alimentaire, une association récupère ces pains et les transforme en bière. C'est au Royaume-Uni. Reportage. Dans cette distillerie du Yorkshire, on ne fait pas que brasser de la bière, on évite aussi le gaspillage alimentaire. C'est ici que l'on fabrique la Toast Ale, eau, houblon, levure et un ingrédient surprise. On prend des restes de pain qui ont été jetés et qui autrement iraient à la poubelle. Et on remplace le malt, qui est le sucre qu'on recherche, avec du pain. Cette usine de sandwich à Londres est l'un des fournisseurs de Toast Ale. Derrière la marque, une entreprise chasse le gaspillage, car au Royaume-Uni, près de la moitié du pain finit à la poubelle, c'est-à-dire 900 000 tonnes chaque année. C'est le produit alimentaire le plus gaspillé
y compris à la maison. C'est pour cela qu'on a créé notre propre recette de brassage maison, qui est une recette de 20 litres pour tous ces morceaux de pain qui vont à la poubelle à travers le pays. Cette bière s'est déjà glissée dans la carte de certains pubs, presque inaperçue. Si vous ne m'aviez pas dit que c'était à partir de restes de pain, je n'aurais vraiment pas deviné. Il faut faire quelque chose avec les restes de pain, je suis toujours en train de jeter du pain. Une recette qui s'exporte maintenant vers des brasseries à New York, Rio ou encore le Cap. Rien qu'au Royaume-Uni, près de 10 tonnes de pain ont déjà été utilisées pour produire plus de 300 000 bouteilles. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.